Olivier Dussopt, bonjour. Bonjour. Ministre chargé des comptes publics. Les comptes publics, c'est notre argent. Ce sont nos impôts. On va en parler, mais je voudrais commencer avec le coronavirus. Les derniers chiffres, 81 morts en 24 heures. Taux de positivité 7,5%. Ça monte. Tous les indicateurs pour mesurer l'évolution de l'épidémie seront publiés chaque jour pour plus de transparence. C'est la volonté du président de la République. Pourquoi ? Pour faire comprendre aux Français que l'épidémie s'aggrave ? D'abord, pour assurer la transparence, c'est important quand on connaît une crise. Et puis, effectivement, pour permettre à chacun de mesurer la situation. Nous sommes dans une situation épidémique qui, comme vous l'avez dit, s'aggrave, qui nécessite de prendre un certain nombre de mesures, qui nécessite surtout, là où des mesures moins radicales peuvent être mises en œuvre, là où nous ne sommes pas dans une alerte totale, qui nécessite de faire extrêmement attention, de respecter les gestes barrières, de s'imposer à nous-mêmes des contraintes qui ne sont pas agréables, mais qui sont utiles. Pourquoi rappeler tous les jours? C'est parce qu'une partie des Français rejette les mesures prises? Vous sentez qu'il y a cette contestation en France, cette colère en France contre ce que les restaurateurs, par exemple, appellent la dictature sanitaire? D'abord, je pense qu'il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Oui. Je ne sais pas s'il y a une opposition, s'il y a une colère. Je sens qu'il y a une forme de lassitude et c'est normal. Et une incompréhension. C'est normal que les Français puissent s'interroger, puissent trouver le temps long, puissent trouver les mesures contraignantes. Elles le sont. Elles le sont, mais nous sommes face à une épidémie qui évolue. Nous sommes face à une situation sanitaire qui n'est pas bonne. Et donc, il faut faire extrêmement attention. Vous citez les restaurateurs. Oui. Évidemment, si j'étais restaurateur, si vous l'étiez, apprendre que l'on doit fermer plus tôt, apprendre que l'on doit fermer son établissement après avoir connu la période de confinement, c'est une nouvelle qui est dramatique économiquement, qui est dramatique moralement. Notre responsabilité au sein du gouvernement, et particulièrement au ministère de l'économie et des finances, nous y travaillons avec Bruno Le Maire, c'est de mettre en place les dispositifs qui protègent, qui accompagnent, qui permettent d'indemniser. Ça ne remplace pas, pour un restaurateur, la possibilité d'ouvrir et de voir ses clients. Mais notre responsabilité, nous le faisons depuis le début de la crise, c'est de mettre en place tous les outils pour les aider, les accompagner et les protéger. Alors les outils, j'y reviens. Comment est-ce que vous les accompagnez? Chômage partiel, exemption de charges sociales, on en parlait hier encore, prime de solidarité jusqu'à 10 000 euros par mois. Mais il y a des loyers à payer, qui continueront à être payés. Certains restaurateurs ont des loyers qui se montent à 10, 15 000 ou 20 000 euros par mois. Donc la prime de 10 000 euros, c'est insuffisant. Les banques, par exemple, ne reportent plus les prêts. Les banques ne reportent plus les prêts. Ça y est, exigent maintenant les remboursements des prêts. Les assureurs ne prendront pas en charge une seconde fois les pertes d'exploitation. Les assureurs ont été très peu nombreux à prendre en charge les pertes d'exploitation. Il faut d'abord le noter. Trop peu nombreux. Trop peu nombreux. Mais vous savez aussi... Trop peu nombreux. Attendez, avant de dire trop peu ou suffisamment, il faut aussi rappeler le cadre du droit et dire que la prise en charge des pertes d'exploitation est un point extrêmement compliqué en droit. De toute façon, ça ne sera plus pris en charge. Revenons à l'essentiel. Vous avez rappelé les mesures que nous avons prises. Oui. Elles sont extrêmement importantes, elles sont même majeures et elles sont inédites. Vous dites que dans tel ou tel cas, ça peut être insuffisant. Je ne vais pas vous dire le contraire. Je ne vais pas vous dire le contraire parce qu'effectivement, je l'ai dit, lorsque vous dites à un restaurateur, lorsque vous dites à un commerçant de fermer son établissement, cela a forcément des conséquences et les outils que nous mettons en place visent à les protéger de ces compétences. Il va mettre la clé sous la porte. Comment peut-il faire? Donc nous avons mis en place des prêts garantis par l'État, je les ai évoqués. Oui. Vous avez vous-même évoqué l'activité partielle. Nous renforçons les dispositifs de prise en charge du chômage partiel. Nous montons la possibilité d'indemnisation mensuelle à 10 000 euros pour les commerces de moins de 20 salariés qui font moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui sont fermés par mesure administrative, comme c'est le cas notamment à Marseille, pour citer cet exemple. Ce sont des mesures qu'aucun pays n'a pris, qui n'avaient jamais été prises en France, qui sont majeures, qui ont un coût pour les finances publiques, que nous assumons, parce que c'est la meilleure manière... Quel coût d'ailleurs? Vous avez mesuré le coût potentiel? Oui, lorsqu'on évoque les mesures qui ont été annoncées spécifiquement, qu'Elisabeth Borne rappelait devant vous hier, notamment en matière d'indemnisation, nous sommes sur 150 à 200 millions d'euros par mois. Et ça coûte à l'État 150 à 200 millions d'euros par mois. Et ça s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de ce qu'on appelle le fonds de solidarité. Ce fonds de solidarité qui vise à aider les indépendants, les TPE, que nous avons créé dès le mois de mars, avec une aide à 1 500 euros pour les petits commerces qui étaient fermés, etc. Ce fonds de solidarité, nous avions prévu 9 milliards d'euros. Nous en avons dépensé aujourd'hui un peu plus de 6. Et donc, nous avons, sur ce fonds de solidarité, les marges pour
tenir le financement des mesures que vous avez évoquées. Bien, Olivier Dussopt, avant de faire les comptes publics ensemble, je voudrais que l'on s'attarde quelques instants sur la décision de la Commission européenne qui lance une consultation auprès de tous les citoyens de l'Union sur l'utilisation des pièces de 1 et 2 centimes d'euros, les petites pièces, ces petites monnaies. Vous êtes favorable à leur suppression ? Non. Non ? Non, parce que je pense que la monnaie est importante et je verrai ce que donne la consultation de la Commission européenne. Dans 14 pays de l'Union européenne, on a pris de l'avance, hein, et notamment dans 4 pays où là, on les a totalement supprimés. Vous savez, si j'avais la garantie que les arrondissent face aux bénéfices du consommateur, peut-être que j'y serais favorable. Je ne suis pas sûr que les arrondissent fassent aux bénéfices du consommateur. Vous êtes contre cette suppression ? À titre personnel, j'y suis contre. Il y a une consultation de la Commission européenne. Laissons la consultation se dérouler. Bien. Les comptes publics, alors, hausse vertigineuse de la dette, j'ai regardé le budget, hausse vertigineuse de la dette, plan de relance, la dette, on sera à 117 milliards d'euros, c'est ça à peu près ? Non. Fin de l'année, non ? Non, la dette, nous serons à 117,5% du PIB. Du PIB, oui, 117,5% de la production de richesse. 117,5%, ma langue c'est a un peu fourché. moins que ce que nous avons craint au mois de juin et de juillet. Nous imaginions franchir la barre des 120%. L'économie résiste mieux que ce que nous craignions. Près de 3 000 milliards. Un peu moins, nous aurons un PIB qui sera à 2300 milliards d'ici la fin de l'année. Donc 117%, nous sommes plutôt autour de 2600 milliards. 2600 milliards et bientôt 3000. C'est vertigineux. Mais c'est vertigineux, oui. Parce qu'il va bien falloir la rembourser. Oui, Comment ? mais pourquoi est-ce qu'il y a cette dette ? Oui. Avant d'évoquer son remboursement. Oui. Parce que vous avez raison de préciser qu'il faut la rembourser. La dette, ça se rembourse. Mais oui. Pourquoi est-ce que cette dette se creuse au cours de l'année 2020 ? Parce que nous avons répondu à la crise. Quand on regarde ce qui s'est passé et ce qui se passe sur les comptes de l'État en 2020, qu'est-ce qui se passe ? L'activité économique ralentit et donc les recettes fiscales diminuent. Et donc nous avons une perte de recettes pour toutes les administrations publiques d'environ 70 milliards d'euros. Et dans le même temps, nous avons fait face à la crise avec des dépenses supplémentaires. Le fonds de solidarité que j'ai évoqué, le chômage partiel, c'est 30 milliards d'euros. Et donc forcément, ça creuse le déficit. Et nous allons avoir un déficit de l'État en 2020 qui va être autour de 195 milliards d'euros. Évidemment, ça contribue à creuser la dette et à renforcer la dette. Par ailleurs, je ne veux pas être trop technique, mais quand vous avez un PIB qui baisse, forcément, si votre dette était stable, ça fait augmenter le pourcentage en rapport. C'est un problème de dénominateur. L'année prochaine, nous avons un objectif, c'est de réduire ce déficit, de réduire à nouveau le poids de la dette pour retrouver une trajectoire de finances publiques qui soit soutenable. En espérant que la relance et que la croissance soit là. En faisant tout pour que la croissance soit là, et le plan de relance y est. Mais si nous pouvons faire cela, je termine sur ce point, c'est parce que nous avons fait des efforts, notamment au cours des 3 dernières années, qui nous permettent d'être crédibles sur les marchés financiers, qui nous permettent de tenir dans ce contexte de crise et de pouvoir financer les mesures que nous mettons en place. Bien. Donc nous bénéficions des efforts qui ont été faits. Ça doit être temporaire. Parce que le Premier ministre l'a dit, Bruno Le Maire et moi y veillons. La dégradation des comptes publics, c'est une conséquence de la crise. C'est un passage obligé pour répondre à la crise économique et surtout sanitaire que nous connaissons. Ça ne peut pas durer tout le temps. Bien, Olivier Dussopt, parlons des impôts. Nos impôts, les impôts des entreprises. Alors, pas de hausse d'impôts, dites-vous. Et vous assénez cela. Pas de hausse d'impôts. Alors, on va entrer dans le détail. Parce que moi, j'en ai trouvé des hausses d'impôts. Mais oui, j'en ai trouvé. Moi, j'ai aussi des baisses. Oui, d'accord. Alors, la taxe foncière, oui. Elle baissera ? La taxe foncière, vous le savez comme moi. Oui, la taxe foncière, c'est pas à l'État. Le taux est voté par les communes. Oui, je sais. Et les valeurs locatives sont réévaluées chaque année. Il n'y a aucune augmentation de la taxe foncière qui soit à l'initiative de l'État. Et il faut noter, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, que les communes, au cours des 2-3 dernières années, sont particulièrement raisonnables sur les questions d'impôts. Le prix des cigarettes ? Il va augmenter au 1er janvier. Donc les taxes vont augmenter ? Prévu depuis très longtemps. Oui, d'accord. Oui, mais enfin, c'est une hausse d'impôt. J'ai fait une petite erreur. 1er novembre et non pas 1er janvier. Combien ? Ça sera la dernière hausse de fiscalité. Et l'année prochaine ? Il n'y aura pas de hausse de fiscalité sur le tabac l'année prochaine. Donc pas de hausse du prix des cigarettes l'année prochaine ? Soyons très précis. Oui. 1er novembre, dernière augmentation de la fiscalité sur le tabac. Et la cible, qui était le paquet au prix moyen de 10 euros, est atteinte. Ensuite, chaque mois de janvier, les prix du tabac sont indexés sur l'inflation. Mais il n'y aura pas de hausse de fiscalité sur le tabac en 2021. Bien. Augmentation des taxes sur les activités polluantes, oui ou non ? Oui, il y a des activités polluantes qui font l'objet d'une taxation qui peut être renforcée. On a évoqué les questions de malus. Voilà une hausse de taxes. Oui, mais vous ne tenez peut-être pas compte, quand on évoque des taxes qu'on appelle comportementales, c'est un mot un peu barbare, du caractère incitatif. Lorsque des malus sont mis sur des véhicules ou des engins qui sont polluants,
L'objectif est d'orienter la consommation, d'orienter les usages sur des engins qui ne le soient pas et de ne pas payer la taxe. Bon, donc augmentation de taxes sur les activités polluantes, taxes sur les produits ultra transformés à forte empreinte carbone, oui, non? Ça c'est le cas, c'est une trajectoire qui est votée depuis longtemps. Et qui sera continue. Mais je vous laisse aller au bout. Oui, non, ensuite, je vais au si bout vous me le permettez, parce que j'ai repris, vous savez pourquoi? Je ferai la liste J'ai des repris baisses. la convention. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai repris la convention citoyenne sur le climat. Toutes les mesures proposées par la Convention ne sont pas appliquées, vous le savez. Elles ne seront pas appliquées, toutes les mesures. Et le président de la République a mis un certain nombre... 146 sur 149. Le président de la République a mis un Est-ce certain que nombre vous de veto. appliquerez les 146 mesures? Alors, là aussi, permettez-moi d'être précis. Oui. Il y a des échanges en ce moment entre la Convention citoyenne, les parlementaires, les ministères. Il y a un certain nombre de propositions qui sont faites, qui sont intéressantes. Donc on n'appliquera pas les 146 mesures. D'autres qui servent à des difficultés techniques. Je prends un exemple pour illustrer. Puis après, je vous parlerai des baisses d'impôts. Je prends un exemple pour illustrer. La Convention citoyenne propose de diminuer la TVA sur les transports ferroviaires et les voyages en train. Oui, Ça n'est de pas... 10 à 5,5%. Ça n'est pas conforme au droit européen. L'idée peut être intéressante, mais Donc ça n'est on pas oublie. conforme. On La question, oublie. ça n'est pas d'oublier, c'est de dire ce qu'on peut faire et ce qu'on ne d'accord. peut pas faire. Un mot, parce que vous avez recherché ici ou là, soit des exemples de taxation qui Mais non, existent, j'ai soit pris des- la liste, soit des propositions la qui liste sont des faites. 146 propositions. C'est ce que je dis, vous avez cherché soit des exemples qui existent, soit la liste de propositions qui sont faites par la Convention. Ce qui est important aussi à noter, nous l'avons dit et souligné hier, c'est que les impôts dans ce pays baissent. Et entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021, avec ce que nous proposons au Parlement, les impôts au total baisseront de 45 milliards d'euros en 4 ans. La moitié pour les entreprises, la moitié pour les ménages. Est-ce qu'il y aura Au mois d'octobre, 80% des Français ne payent plus de taxes d'habitation. C'est à souligner. Et l'année prochaine, les 20% de Français qui en payent encore verront leur taxe d'habitation baisser. Est-ce que le malus sur les véhicules polluants sera augmenté? Il y a dans la loi de finances que nous avons présentée hier une disposition qui dit que le niveau de déclenchement du malus est abaissé. Actuellement, Donc il ne sera pas augmenté. attendez, je vais au bout. Actuellement, le malus se déclenche au-dessus C'est de... compliqué. Hein. Oui, la fiscalité énergétique, c'est très compliqué. Ah ben c'est très compliqué C'est très alors compliqué. qu'elle pourrait être assez simple, Et non? actuellement, vous Augmenter avez... le malus sur les véhicules polluants, ça me paraît pas très compliqué. Augmenter le malus sur les véhicules les plus lourds, ça ne me paraît pas très compliqué. Alors, je viendrai sur ce deuxième exemple. Rien n'est compliqué quand on veut augmenter. Nous, ce que nous voulons, c'est que ce soit soutenable et incitatif. Ce que nous Donc allons vous faire, n'augmentez pas. ce que nous allons faire, c'est que nous baissons le seuil d'émission de CO2 par kilomètre à partir duquel se déclenche le malus. C'est un peu technique, mais nous sommes au-dessus de 130 grammes par kilomètre parcouru et nous allons progressivement aller à 123. Il faut savoir que les voitures neuves en France, en moyenne, produisent plutôt autour de 112 grammes. Et ensuite, nous avons la possibilité d'augmenter le malus maximum pour que les modèles les plus polluants puissent avoir un malus plus important tout en veillant à ce que ce soit soutenable. La question, Augmentation d'une taxe. la question que vous avez évoquée du malus par rapport au poids des véhicules, Oui, c'est une proposition de la Convention citoyenne oui. qui n'est pas dans le projet de loi de finances tel que je l'ai présenté hier avec Bruno Le Maire et qui peut faire l'objet de débats. J'appelle juste... De débat, c'est-à-dire d'amendement à l'Assemblée nationale? Actuellement, il y a des échanges avec les différents ministres, avec les parlementaires. Mais j'appelle juste l'attention sur deux choses. Oui. La première, sur ce point particulier, il faut faire attention à ne pas être dans une vision ou dans une attitude qui soit shadockienne. Aujourd'hui, nous subventionnons et nous accompagnons la relocalisation de production industrielle. La 3008, qui est un Oui. un très beau véhicule, je ne vais pas faire la publicité à cette marque-là, mais très beau véhicule, produit à Sochaux, un des premiers sites industriels en France, nous accompagnons Peugeot. Il serait dommage de subventionner une production sur le territoire français et ensuite de taxer sa consommation et son achat par les Français. Il faut faire attention à ne pas subventionner et taxer par la suite. Ensuite, nous avons une ligne de mire. Sauf qu'on n'arrivera pas, pour l'instant, vous le savez, à produire une 3008 sur le territoire français au même prix que la production d'une 3008 à l'étranger. C'est notamment la raison pour laquelle nous baissons les impôts de production. Et c'est ce que dit le patron de PSA. Il le dit, et c'est la raison pour laquelle nous baissons les impôts de production, puisque j'ai dit que la taxe d'habitation allait baisser. Oui. Les impôts de production, Je c'est-à-dire vais la venir CFE, aux impôts de vont production, baisser. mais je voudrais finir, pardon, je voudrais Allez-y. finir sur ce que j'ai vu, parce que pas de taxes supplémentaires sur les billets d'avion, on est bien d'accord. Hein, ça... Là aussi, c'est une proposition, mais je vois... C'est encore une proposition de... Non, la mais parce que vous êtes en contradiction avec vos engagements sur l'environnement. Mais non. Non. Comment, mais non? D'abord, Votre budget est en contradiction. non, ce gouvernement... Il faut assumer, pourquoi pas? Mais il faut assumer. Moi, j'assume tout, sauf ce qui est faux. Ah bon? Ah, c'est pas... Ce budget consacre 1 milliard de plus sur le budget du ministère de la Transition écologique, justement à financer ces politiques. En plus du milliard supplémentaire, nous avons un plan de relance, et sur les 100 milliards, il y en a plus de 30 qui sont consacrés
à la transition écologique et à la préparation de l'avenir. Nous accompagnons cela d'un effort de transparence qui n'a jamais été fait, puisque tout à l'heure, avec Barbara Pompili et Bruno Le Maire, j'aurai l'occasion de présenter ce qu'on appelle le budget vert, qui permet d'évaluer l'effet sur l'environnement de chacune des dépenses budgétaires et dépenses fiscales de l'État et des administrations publiques. Et par ailleurs... Les bonus sur l'achat de véhicules verts vont baisser. Ils vont baisser progressivement. Cela Ils vont baisser. Ben oui. Pardon, Olivier Dussopt. Quelques chiffres. Oui, non, mais ils vont baisser. Bon, voilà. Vous voulez que je vous dise autre chose? Non, laissez-moi aller au bout de cette question-là. Ils sont à 7 000 € aujourd'hui pour l'achat d'un véhicule électrique. Oui. Nous allons passer à 6 000 € l'année prochaine et 5 000 € ensuite. Oui, ça va baisser. Nous les avions augmentés avant et pour répondre à la crise. Au mois de juin 2020, nous avons vendu plus de véhicules. Ce n'est pas nous qui les avons vendus, ce sont les producteurs. Qu'en juin 2019. Tant mieux. Et donc, nous avons atteint nos objectifs. L'objectif, quand on est ministre des Comptes publics, justement, c'est de faire en sorte que les dispositifs soient bien calibrés et qu'ils soient efficaces. Je ne suis pas là pour dépenser plus qu'il ne faut. Et donc, nous dépensons pour être incitatifs, efficaces et s'aller avec ces dispositifs. Bon, Olivier Dussopt, je vais m'arrêter sur tout ce qui est environnement. Je voudrais parler des aides publiques accordées aux entreprises. Oui. Allez-vous les conditionner? Nous travaillons sur des contreparties. Quelle contrepartie? Et nous avons dit que nous étions ouverts à une discussion sur des contreparties qui soient très globales. Sur des contreparties. Quelle contrepartie? Un mot sur la démarche et la méthode. Non. Moi, je veux aller direct. On n'a pas le temps, Olivier Dussopt. Je veux aller direct. Oui. Quelle contrepartie? C'est important. Nous ne voulons pas nous inscrire dans un système de conditions avec un nombre d'emplois précis, parce que nous savons que personne ne sait le compter. Non, et nous ne voulons pas créer une usine à gaz. Notre objectif, c'est le redressement de l'économie, c'est la relance, et c'est faire en sorte que l'on retrouve tout le niveau pour de richesse. l'entreprise. Non, pas tout pour l'entreprise. Pas beaucoup. Pas tout pour baisse de 10 milliards d'euros des impôts de production portant sur les entreprises. Et quand on mobilise... Chèque en blanc aux entreprises, Olivier Dussopt. Aucun chèque en blanc. Quand on mobilise 30 milliards d'euros pour financer le chômage partiel, quand l'OCDE, pas le gouvernement, mais l'OCDE, dit que la France est le pays qui a le mieux protégé le niveau de salaire des salariés menacés par la crise et par le chômage, ça n'est pas tout pour l'entreprise. Quand nous mettons en œuvre des primes pour accompagner les ménages sur la rénovation de leur logement, pour changer leurs véhicules, vous les avez évoqués. Quand nous mettons en place des mesures en direction du monde étudiant, quand nous mettons en place le Ségur et les investissements dans les hôpitaux et dans les EHPAD, ça n'est pas tout pour les entreprises. Alors, quelle contrepartie? Nous avons un objectif, quelle contrepartie? Nous les avons évoqués. Ce que nous souhaitons, c'est que les entreprises... Je sais pas, moi, la présence de filiales dans les paradis fiscaux, ça, vous savez, conditionne. Nous y je ne sais déjà. Pas, moi, l'intéressement imposé dans toutes les entreprises, pourquoi pas? Proposition du MoDem, nous y veillons il y en a beaucoup. Sur la question des paradis fiscaux, nous y veillons déjà. Bon. Bruno Le Maire a eu l'occasion de le dire, je crois, ici même. Nous n'accordons pas de garantie sur les prêts garantis par l'État, ni de subventions aux entreprises dont le siège social est dans un paradis fiscal ou qui disposent d'une filiale sans réalité économique dans un paradis fiscal. Alors, quelle contrepartie possible? Nous avons ouvert aujourd'hui des discussions sur ces questions-là de contrepartie. Lesquelles? Comment est-ce qu'on peut améliorer les questions de gouvernance? Comment est-ce qu'on peut améliorer les questions de dialogue social? Comment est-ce qu'on peut améliorer la place des femmes ou la place des salariés dans la gouvernance des entreprises? Comment est-ce que l'on fait pour justement, vous l'avez évoqué, qu'il y ait plus d'entreprises qui aient recours, qui mettent en œuvre des outils de partage de richesse, que ce soit de la participation. Donc il y aura des contreparties. Donc il y aura des contreparties. Nous voulons avoir cette discussion. Par contre, je le précise, nous ne serons pas dans de la conditionnalité au cas par cas, emploi par emploi, car ce que nous voulons, c'est que l'économie reparte. Et pour que l'économie reparte, il ne faut pas d'usine à gaz, il ne faut pas dire qu'on donne des aides et enfermer les aides dans des carcans. Il faut que ces aides soient mobilisées, que le plan de relance soit efficace, que les emplois soient créés et que fin 2022, nous ayons retrouvé le niveau de richesse que nous avons connu avant la crise. Bien, votre objectif aussi, c'est de faire en sorte que les Français consomment, donc que puissent dans leur épargne, qui est considérable aujourd'hui. Alors, il y a la prime rénovation thermique, la reconversion donc du parc automobile, vous l'avez dit. Il y a quelques mesures aussi. Mais moi, je voudrais vous poser une question sur le financement de la loi dépendance. Là, je quitte le budget, le financement de la loi dépendance, la nouvelle branche de la sécurité sociale. Oui, la 5e branche. Comment financer? D'abord, c'est une super avancée. Oui, créer une 5e branche autour de l'autonomie. Tous les gouvernements l'ont promise. Créer une 5e branche sur l'autonomie, la prise en charge de la dépendance, ça concerne toutes les familles. Projet de loi en 2021. Projet de loi en 2021. Oui. Actuellement, un premier rapport nous a été rendu sur les questions de financement. Un rapport fait par... Augmentation de la CSG, par exemple, dit ce rapport, jusqu'à 9,2% pour les retraités. Nous avons dit, et c'est la ligne que nous défendons, j'ai essayé de vous le dire tout à l'heure avec Bruno Le Maire, nous défendons une ligne unique. Nous ne voulons pas augmenter les prélèvements obligatoires. Et donc, nous sommes, pour la question de la dépendance et de l'autonomie, face à un véritable enjeu. Il faut que nous puissions dégager des recettes, il faut que nous puissions réaliser des économies sans rogner sur les droits, parce que ça serait contre-productif, mais nous ne voulons pas augmenter les prélèvements obligatoires. Comment allez-vous financer? Je vous donne une illustration.
Lorsque Emmanuel Macron a été élu, tout à l'heure nous parlions du PIB et du poids de la dette, le niveau des prélèvements obligatoires était supérieur à 45%. Fin 2019, nous avions atteint 44%. Notre objectif, malgré la crise, c'est d'être en dessous de 44, à 43,8 pour être précis, fin 2021, parce que nous considérons qu'on ne répond pas à une crise en augmentant les impôts. Ça nous pose aujourd'hui, ou ça nous met face à une responsabilité, un enjeu, c'est que lorsqu'on crée de nouvelles politiques, lorsqu'on crée de nouveaux droits, et c'est un honneur que d'appartenir à un gouvernement qui crée des nouveaux droits sur la dépendance, l'autonomie, comme je suis extrêmement fier d'appartenir au gouvernement qui a mis en place, et qui met encore en place progressivement, le reste à charge zéro sur les lunettes, les soins dentaires. Bien. Mais alors, Olivier Dussopt, trouver, comment allez-vous financer ? Il faut continuer les réformes structurelles, il faut dégager des marges, il faut faire en sorte que, sans augmenter les prélèvements obligatoires, parce qu'on s'appuie sur la croissance et la production de richesse, nous puissions trouver ces financements. Bien, j'ai une dernière question sur les autoroutes. Fin des concessions en 2022. Pour une partie. Oui, pour une grande partie. Donc, des concessions qui vont rapporter beaucoup d'argent. Puisque entre 2023 et 2036, les dividendes versés atteindront 40 milliards d'euros. Il y a peut-être quelques pressions à exercer sur les sociétés qui gèrent. Il y a un certain nombre de discussions qui sont déjà ouvertes. Je pense notamment à des discussions sur la prise en charge en termes d'entretien, d'investissement, non pas des seules autoroutes, mais des abords et des voies d'accès. Je pense au fait que nous avons... Baisse de tarifs sur les véhicules propres, je pense au fait que l'année dernière, par exemple, nous avons indexé la taxe payée par les sociétés d'autoroutes sur l'inflation pour contribuer au financement d'infrastructures comme le canal Seine-Nord. Vous faites, si j'entends bien, une proposition, c'est de verser au débat une modulation des tarifs de la part des sociétés d'autoroutes. En fonction de véhicules propres, covoiturage, par exemple. Vous êtes le premier à le faire. Finalement, vous êtes presque un représentant de la Convention citoyenne. Donc peut-être que cette idée sera versée au débat. Merci Olivier Dussopt d'être venu nous voir à 8h55, RMC BFM TV.